Rex Tillerson, le secrétaire d'État américain en visite dans plusieurs pays en Afrique, écourte sa tournée. Il va retourner à Washington un jour plus tôt pour des exigences de travail, selon les autorités américaines. En Guinée, des milliers de personnes ont manifesté lundi dans une ambiance tendue à Conakry. Ils réclament la fin d'un conflit qui perdure dans l'enseignement et protestent contre les résultats des récentes élections locales. Moïse Katumbi, l'un des principaux opposants au président Joseph Kabila, a lancé son mouvement politique en Afrique du Sud. L'objectif final est de constituer un front uni en vue du scrutin présidentiel congolais prévu en décembre. Voilà pour le sommaire de cette édition. À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue. Le secrétaire d'État américain en visite dans plusieurs pays en Afrique écourte sa tournée. Rex Tillerson va retourner à Washington un jour plus tôt pour des exigences de travail selon les autorités américaines. Cette annonce a été faite alors qu'il avait déjà annulé son programme de samedi au Kenya pour des raisons de santé. Le secrétaire d'État américain termine un jour plus tôt que prévu sa tournée africaine en raison des exigences du travail. C'est ce qu'a annoncé lundi à la presse le sous-secrétaire d'État à la diplomatie publique et affaires publiques au département d'État américain. Selon ce dernier, Rex Tillerson arrivera tôt dans la matinée de mardi à Washington pour des réunions. Cette annonce a été faite alors que le secrétaire d'État américain achevait une visite au Tchad à la mi-journée de lundi avant d'embarquer pour le Nigeria. Samedi, Rex Tillerson avait déjà annulé son programme à Nairobi, la capitale kenyane, pour des raisons de santé. Pour justifier l'annulation de ses activités, les autorités américaines ont déclaré que le secrétaire d'État ne se sentait pas bien après de longues journées de travail sur des problèmes majeurs de son pays, notamment ceux concernant la Corée du Nord. Rex Tillerson a entamé mercredi dernier sa première tournée en Afrique par l'Éthiopie avant de se rendre vendredi à Djibouti et samedi au Kenya. En Guinée, des milliers de personnes ont manifesté lundi dans une ambiance tendue à Conakry pour réclamer la fin d'un conflit qui perdure depuis un mois dans l'enseignement. Aussi, l'opposition a-t-elle appelé à faire de la capitale guinéenne une ville morte pour protester contre les résultats des récentes élections locales. Les précisions. Dans la presqu'île de Kaloum, le quartier administratif et des affaires, des milliers de personnes réclamaient dans la rue la réouverture des écoles fermées depuis le 12 février en raison d'une grève lancée par une branche dissidente du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. En fin de matinée, des centaines de manifestants se sont rassemblés devant le palais du président Alpha Condé, proférant menaces et insultes à des membres de la garde présidentielle portant des équipements anti-émeutes. Les manifestants, en majorité des jeunes et des femmes, lançait des slogans hostiles au chef de l'État, lui reprochant de n'avoir pas trouvé de réponse aux revendications des grévistes qui réclament des augmentations de salaire. À ce conflit dans l'enseignement s'ajoutent depuis des semaines les protestations du principal parti de l'opposition, l'UFDG, qui conteste la victoire du parti présidentiel lors des élections locales du 4 février. Le parti de l'ancien Premier ministre, Cellou Dalein Diallo, a appelé à une nouvelle action ville morte lundi à Conakry, après celle du 26 février, au cours de laquelle un manifestant avait été tué par les forces de l'ordre. Dans les quartiers de Boulbinet et Sandervalia, des pneus ont été brûlés et des barricades érigées. Le 8 mars, plusieurs milliers de femmes en blanc avaient dénoncé dans les rues de Conakry les violences policières meurtrières lors de manifestations politiques qui, selon l'opposition, ont fait 90 morts depuis l'arrivée au pouvoir d'Alpha Condé en 2010. Le même jour, le président Condé a promis de mener une vaste consultation, puis de procéder à un grand remaniement ministériel. En bref et en images, au Tchad, un appel à l'organisation d'une journée ville morte a été lancé ce lundi à N'Djamena par plusieurs partis politiques, syndicats et associations de la société civile. Cette mobilisation vient en soutien des fonctionnaires en grève depuis 6 semaines parce que leurs salaires ont été réduits. La journée ville morte pour protester contre les mesures antisociales du gouvernement n'a pas été suivie à N'Djamena.
Les principaux marchés de la capitale tchadienne ont connu la même affluence que d'habitude. Le quartier des banques et des affaires en centre-ville a fonctionné normalement, tout comme la circulation routière, selon un journaliste de l'agence France-Presse. En revanche, la grève du secteur public continue avec des écoles fermées et des hôpitaux assurant un service minimum. Au Cameroun, un gendarme a été tué ce week-end à Batibo, une commune de la région du nord-ouest du Cameroun anglophone, une région en proie à des tensions meurtrières entre séparatistes anglophones et forces de l'ordre depuis plusieurs mois. Une information qui a été confirmée ce lundi par un responsable local. Selon plusieurs sources locales, le corps du gendarme a été retrouvé dans des circonstances qui demeurent floues. Le commandant de la brigade de gendarmerie d'Achong, dans l'arrondissement rural de Batibo, a été tué samedi par des personnes non identifiées. Il s'agit du seul corps que l'on a retrouvé, bien que certains parlent de plusieurs soldats disparus. Toujours selon plusieurs sources locales, un soldat avait déjà été tué et 3 élèves blessés mercredi dernier à Batibo dans une attaque de milices terroristes anglophones. 2 responsables administratifs avaient également été enlevés en février dernier dans cette même région par des séparatistes anglophones. Selon des sources sécuritaires et administratives, Batibo est l'une des régions les plus tendues du Cameroun anglophone. La situation sécuritaire des régions anglophones du Cameroun s'est considérablement dégradée depuis que 47 séparatistes ont été extradés fin janvier dernier du Nigeria vers le Cameroun. Selon une source proche de l'armée dans la région, un renfort sécuritaire a été envoyé sur place au cours du week-end dernier pour traquer les séparatistes anglophones. Pendant ce temps, ces derniers font état d'actions de représailles de l'armée dans la zone depuis plusieurs jours. Au Burundi, le président Pierre Nkurunziza a été élevé au rang de guide suprême éternel du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, une décision prise à l'issue d'une rencontre entre les plus hauts dirigeants du CNDD-FDD réunis vendredi et samedi à Bouillé, région natale du président Pierre Nkurunziza. Pierre Nkurunziza s'est vu élevé au rang de guide suprême éternel de son parti, le CNDD-FDD. Le président burundais a reçu ce titre à l'issue d'une rencontre entre les plus hauts dirigeants du CNDD-FDD à Bouy, sa région natale. Une nouvelle qui suscite les moqueries de ceux qui dénoncent le projet de règne à vie de Nkurunziza ou un culte de la personnalité autour de Sa Majesté, le roi Nkurunziza Ier. Selon des analystes, un culte de personnalité s'est développé autour du président au pouvoir depuis 2005 et qui a fait à plusieurs reprises le ménage dans les rangs de l'ancienne principale rébellion Hutu, aujourd'hui au pouvoir. Il apparaît donc désormais comme le chef incontesté d'un système dominé par un groupe de quelques généraux issus de cette rébellion. Le Burundi, rappelons-le, est en crise depuis que le président Pierre Nkurunziza a annoncé en avril 2015 sa candidature à un 3e mandat controversé et sa réélection en juillet de la même année. Les violences qui ont accompagné cette crise ont fait au moins 1200 morts et plus de 400 000 déplacés. Un référendum constitutionnel controversé qui permettrait à Pierre Nkurunziza de briguer à partir de 2020 2 mandats de 7 ans doit avoir lieu en mai. En Afrique du Sud, le président et dirigeant de l'ANC au pouvoir, Cyril Ramaphosa, a mené ce dimanche une offensive de charme à l'égard de l'opposant radical Julius Malema, et ce pour le convaincre de réintégrer le parti dont il avait été exclu en 2012. Nous aimerions que Julius Malema revienne à l'ANC. Il est toujours ANC au fond de son cœur. L'ANC est leur maison, à lui et aux membres de son parti. Ainsi s'exprimait le président Cyril Ramaphosa durant une opération d'inscription des électeurs sur les listes électorales à Centurion, près de Pretoria. Les déclarations du président Cyril Ramaphosa interviennent après que Winnie Madikizela Mandela, l'ex-épouse de Nelson Mandela, ait assuré qu'elle allait persuader Malema de rejoindre l'ANC. Julius Malema a pour sa part exclu jusqu'à présent de réintégrer l'ANC dont il avait dirigé le puissant mouvement de jeunesse. Après son exclusion du Congrès national africain en 2012, Julius Malema avait fondé les Combattants pour la liberté économique qui est désormais le 3e en nombre de députés à l'Assemblée nationale. Devenu le chef de l'opposition de gauche radicale, Julius Malema a lancé début mars sa campagne pour les élections de 2019 et affiché ses ambitions présidentielles.
Pendant des années, les EFF ont vivement critiqué l'ancien président Jacob Zuma et son gouvernement, accusés d'incompétence et de corruption. Mais les choses ont changé depuis la démission de Jacob Zuma en février dernier. En effet, le mouvement a modéré son discours à l'égard du parti au pouvoir et du président Ramaphosa, s'en prenant plutôt avec virulence au principal parti de l'opposition, l'Alliance démocratique. Je l'annonçais en titre, Moïse Katumbi Tchapoué, l'un des principaux opposants congolais au président Joseph Kabila, a lancé son mouvement politique à Johannesburg, en Afrique du Sud. L'objectif final est de constituer un front uni en vue du scrutin présidentiel congolais prévu en décembre prochain. Les images. Les opposants congolais se mettent en rang de bataille pour la prochaine présidentielle en République démocratique du Congo. Plusieurs mouvements d'opposition congolais ont organisé à Johannesburg des pourparlers avec leur leader Moïse Katumbi, candidat déclaré et toujours en exil. Réunis pour 3 jours, ils s'efforceront de définir une stratégie en vue de l'élection présidentielle du 23 décembre, destinée à désigner le successeur au président Joseph Kabila. À cet effet, les dizaines de mouvements d'opposition vont créer un front uni. Le climat politique est très tendu en République démocratique du Congo, où le mandat du président Joseph Kabila a pris fin le 20 décembre 2016. Des élections sont prévues le 23 décembre 2018, après le report de celles prévues au plus tard en décembre 2017. L'opposition accuse le président Kabila de chercher des stratagèmes pour se maintenir au pouvoir. Est-ce gouverneur du Katanga et est-ce allié de poids de Joseph Kabila, passé à l'opposition? Moïse Katumbi est exilé en Belgique depuis mai 2016, officiellement pour s'y faire soigner. Le richissime homme d'affaires poursuivi par la justice congolaise craint pour sa sécurité, les autorités congolaises ayant promis de l'arrêter dès son retour au pays. Depuis décembre, 3 marches interdites par les autorités se sont déroulées à l'appel des catholiques pour demander au président Kabila de déclarer publiquement qu'il ne serait pas candidat. Elles ont été réprimées, faisant 17 morts. Et puis les populations de l'Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, ont lancé ce lundi un appel à l'aide humanitaire. Objectif, venir en aide aux centaines de milliers de déplacés par la reprise des violences intercommunautaires dans la région. Les populations de l'Ituri, à travers la communauté iturienne de Kinshasa, CIK, lancent un appel pressant pour une assistance urgente en faveur des déplacés de l'Ituri, écrit la CIK dans un communiqué remis à la presse à Kinshasa. La CIK lance un appel aux ONG et aux confessions religieuses à agir d'urgence, à manifester leur solidarité aux déplacés de l'Ituri. Les chiffres disponibles font état de plus de 350 000 déplacés internes, dont près de 50 000 sont installés dans la ville de Bunia et ses environs. À ce chiffre s'ajoutent près de 65 000 personnes réfugiées en Ouganda, selon un décompte provisoire, selon le communiqué. Plusieurs centaines de personnes ont été massacrées depuis la reprise des violences en Ituri en décembre, selon cette même source. Un conflit entre les communautés Lendu, agriculteurs, et Emma, éleveurs, a tué plusieurs dizaines de milliers de personnes entre 1999 et 2003 jusqu'à l'intervention de la force européenne Artemis. Les dernières violences sont assez différentes de celles du conflit qui oppose les ethnies Emma et Lendu depuis plusieurs décennies. Les causes peuvent être multiples et sont encore à élucider car non clairement exprimées, prévient la communauté iturienne de Kinshasa. La CIK demande d'ailleurs au gouvernement congolais et provincial une enquête pour étudier la nature, les manifestations, les racines, les conséquences ainsi que les auteurs et les manipulateurs de cette violence. La CIK demande aussi aux autorités de relever de leurs fonctions les autorités politico-administratives, judiciaires, militaires et policières qui ont failli dans leur mission de sécurisation de la population et de ses biens. Cette demande vise particulièrement le gouverneur de la province, Abdallah Pene Mbaka, dont la malgouvernance politique, économique et de développement contribue à la résurgence du conflit armé. Ce sera tout pour ce journal. Très bonne nuit à chacun et à tous.